Nous avons vu ce sang sur la table, mon Dieu, puis il est venu, il nous a attrapés. J'ai peur que ce qu'ils disent soit vrai et que ce soit le monstre. Dans toute ma carrière dans les forces de l'ordre, je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Bureau de Sheriff Barber. Bonjour, je m'appelle Valérie Autorne et je travaille au Dairy Queen. J'en suis la directrice générale. L'une de mes employées ne s'est pas présentée au travail cet après-midi à 16h, ce qui n'est vraiment pas dans ses habitudes. Elle répond pas à son téléphone, ce qui est vraiment pas dans ses habitudes. Elle répond pas à ses messages. L'employée disparue est Tina Herman, une mère célibataire de 32 ans. Tina et ses 2 enfants, Sarah Maynard, 13 ans, et son frère Cody, 11 ans, vivent à Apple Valley, une paisible communauté au bord d'un lac niché dans les collines vallonnées du comté de Knox. À la demande de son responsable, un adjoint du shérif du comté de Knox se rend chez Tina, sur King Beach Drive, pour s'assurer que tout va bien. À son arrivée, le pick-up bleu de Tina est garé dans l'allée. Mais lorsqu'il frappe à la porte d'entrée, personne ne répond. L'adjoint jette un coup d'œil à l'intérieur de la maison. Il ne voit ni n'entend rien de suspect, alors il repart. Le lendemain, Tina ne se présente toujours pas au travail. Cette fois, sa responsable décide de prendre des choses en main. Ici l'agent Fally, comment puis-je vous aider? Oui, ici Valérie Automne. J'ai appelé hier soir au sujet de la disparition de Tina Herman. Je suis chez elle en ce moment. Je viens d'entrer dans sa chambre parce que je suis très inquiète pour elle. Il y a du sang partout. D'accord. D'accord. Donnez-nous juste quelques minutes et nous serons en route, d'accord? D'accord, c'est ça. Ne rentrez pas dans la maison. Lorsque les policiers arrivent et entrent dans la maison de Tina, ils sont confrontés à une scène digne d'un film d'horreur. Il y a du sang dans le salon, dans le couloir, dans l'une des chambres et partout dans la salle de bain. Alors qu'ils poursuivent leur fouille des lieux, les policiers trouvent des sacs de courses dans la cuisine et un véhicule garé dans le garage. Sauf que c'est pas le pick-up de Tina, c'est une Jeep. La police vérifie la plaque et découvre qu'elle appartient à la voisine de Tina, Stephanie Sprang, âgée de 41 ans. Les tentatives des agents pour contacter Stephanie restent vaines. C'est comme si elle, Tina, Sarah et Cody s'étaient volatilisés dans la nature. Avec une maison pleine de sang et 4 personnes disparues, le bureau du shérif du comté de Knox se mobilise rapidement. Il demande l'aide du bureau d'identification et d'enquête criminelle, ainsi que du FBI, et organise rapidement des équipes de recherche pour ratisser la zone. En quelques heures, la nouvelle de la disparition de Tina, Stephanie, Sarah et Cody se répand comme une traînée de poudre dans le comté de Knox. Les habitants sont choqués et effrayés. Personne n'a de reproche à faire à Tina, à ses enfants ou à Stephanie. L'idée que quelqu'un puisse leur faire du mal semble impensable. Sans suspect évident ni mobile, les enquêteurs commencent par examiner les 2 personnes les plus proches de Tina et Stephanie, leurs petits amis. Lors de l'interrogatoire, les 2 hommes fournissent des alibis, affirmant qu'ils étaient au travail toute la journée et ils nient toute implication dans leur disparition. D'après les entretiens avec leurs employeurs, la police parvient à vérifier qu'ils disent la vérité. Les 2 hommes sont innocentés. Cela ramène l'enquête à la case départ, jusqu'à ce que les autorités découvrent un nouvel indice crucial. Dans le garage de Tina, la police trouve un sac de courses rempli de plusieurs objets, notamment des sacs poubelles et des bâches. Le reçu se trouve à l'intérieur du sac. Il est daté du 11 novembre et l'heure indiquée est minuit 8. Cela signifie que la personne qui a acheté ces articles l'a fait plusieurs heures après que le patron de Tina a contacté les autorités pour la première fois. Les détectives obtiennent un mandat et récupèrent la vidéo de surveillance du magasin du 11 novembre. Juste après minuit, les caméras capturent un homme prenant des sacs poubelles et des bâches sur les étagères. Il les paie en espèces puis s'en va. Les caméras du parking montrent l'homme non identifié sortant du magasin et repartant en voiture. Bien que les enquêteurs ne puissent pas distinguer la plaque d'immatriculation de la voiture, ils peuvent voir qu'il s'agit d'une Toyota Yaris argentée. En utilisant les registres d'immatriculation des véhicules, les autorités dressent une liste de toutes les personnes possédant une Toyota Yaris dans le comté de Knox. Un par un, ils éliminent tous les noms de la liste jusqu'à ce qu'ils tombent sur un suspect, Matthew Hoffman, âgé de 30 ans. Non seulement Matthew correspond à la description physique de l'homme filmé sur la bande et porte même la même chemise que sur les images de surveillance dans la photo de son permis de conduire, mais il a aussi un casier judiciaire. En 2000, cet homme originaire de l'Ohio a été condamné pour cambriolage et incendie criminel au Colorado,
et a écopé de 8 ans de prison. Les dossiers indiquent qu'après sa libération, il est retourné dans le comté de Knox. Récemment, Matthew s'est retrouvé à nouveau dans des ennuis. Il a été licencié de son emploi dans une entreprise d'élagage, et en octobre dernier, son ex-petite amie a déposé une plainte auprès du bureau du shérif du comté de Knox, accusant Matthew de l'avoir étranglé. Finalement, elle a décidé de ne pas engager de poursuite. La police ne trouve aucun lien entre Matthew et les victimes disparues, mais l'adresse actuelle de Matthew le situe à Mount Vernon, à seulement 20 miles du domicile de Tina. Les enquêteurs découvrent un autre élément suspect. La mère de Matthew possède une maison à Apple Valley, à moins d'un demi-mile de la scène du crime. Cela signifie qu'il connaît bien la région, ce qui fait de lui un suspect encore plus probable. Le lendemain matin, des équipes du SWAT investissent simultanément la maison de Matthew à Mount Vernon et celle de sa mère à Apple Valley. À leur grande surprise, lorsqu'il frappe à la porte de Matthew, il répond. Les agents le placent en garde à vue et il est transporté au bureau du shérif du comté de Knox pour être interrogé. Lorsque les autorités entrent dans la maison de Matthew, elles sont immédiatement frappées par une scène étrange. La pièce près de l'entrée est remplie de feuilles. Dans la cuisine, ils font une découverte encore plus glaçante. Il y a un écureuil décapité dans le congélateur de Matthew. Alors qu'ils continuent de fouiller la maison, les policiers remarquent des meubles bloquant l'une des portes. Ils déplacent les meubles et ouvrent la porte. Il semble que ce soit l'entrée du sous-sol. À l'intérieur du sous-sol, les agents font une découverte incroyable. Là, sur un tas de feuilles, se trouve Sarah Maynard, âgée de 13 ans. Elle est en vie. Les agents libèrent Sarah et elle est transportée dans un hôpital à proximité pour un examen. À ce stade, même s'ils savent que les chances de les retrouver vivants sont minces, la police doit localiser Tina, Cody et Stephanie. Nous sommes le dimanche 14 novembre. Et il est environ 8h57 du matin. Au bureau du shérif, les enquêteurs vont droit au but avec Matthew. Je pense que tu sais de quoi on veut te parler, mais on a besoin de trouver certaines personnes. Matt. Tu m'entends? Matt, est-ce que tu préfères qu'on t'appelle Matt ou Matthew? On va te laisser 1 minute, Matt, si tu as besoin de réfléchir un peu. Dis-nous juste quand tu es prêt. Dis-moi ce que je peux faire pour t'aider. On commencera où tu veux qu'on commence. Tu veux parler du fil? On le fera. Dis-moi juste où ils sont. J'arrêterai de parler. Les minutes se transforment en heures et Matthew refuse de dire un mot. Nous avons ici 2 familles qui traversent l'enfer en ce moment. Et c'est toi qui as les cartes en main. Tu as le pouvoir d'aider ces gens. Tu as les pouvoirs de les mettre à l'aise. Tu as cette capacité de le faire. Et nous sommes ici pour te demander de nous aider et de les aider. Et au final, cela t'aidera toi-même. Tu dormiras mieux à nouveau, Matt. Tu dormiras mieux à nouveau. Mais tu vas devoir assumer ce qui s'est passé ici. Tu vas devoir prendre tes responsabilités pour ce qui s'est passé. Et tu vas devoir nous montrer que tu t'en soucies, que ça te tient à cœur. Matt, que tu as vraiment un cœur. Dis-moi ce que tu veux faire. Après presque 3 heures de silence, les détectives donnent un ultimatum à Matthew. Je vais te donner une dernière chance avant de quitter cette pièce. De me dire où je peux aller chercher Cody, Tina et Stephanie. Encore une chance. Mais ça ne sert à rien. Un autre enquêteur intervient et tente sa chance. Salut Matt. Je suis Joe Dietz, je suis agent spécial de l'enquête féminine de l'Ohio. Je suis juste venu ici pour donner un coup de main à ces gars. Et ce matin, depuis qu'ils sont entrés chez toi, j'étais avec Sarah. Je ne sais pas si tu connaissais son nom, Sarah. Mais j'ai essayé de m'occuper de Sarah, de l'aider à l'hôpital. En faisant passer l'examen et tout ce genre de choses. Et on fait tout ce qu'on peut pour
l'aider à comprendre ce qui s'est passé. C'est du moins avec ce qu'on sait à ce stade. Oui, ça va évidemment être un peu difficile pour elle. Et elle, elle avait des questions auxquelles j'ai pas pu répondre. Mais je lui ai dit que j'allais essayer de, au moins parler avec toi et voir si on pouvait obtenir quelques réponses. Mais Mathieu lui oppose aussi un mur de silence. Tu te souviens qu'elle t'a demandé ce qui était arrivé à sa mère et à son frère? Parce qu'elle a dit qu'elle t'avait demandé plusieurs fois. Tu t'en souviens? Je ne veux plus parler. Même si Mathieu ne veut pas parler, Sarah, elle, parle. À l'hôpital, la jeune fille traumatisée mais courageuse dit aux policiers qu'elle ne sait pas où sont sa mère, son frère ou Stéphanie, ni ce qui leur est arrivé. Sarah raconte que lorsqu'elle et son frère Cody sont entrés de l'école, le 10 novembre, Mathieu les attendait à l'intérieur de la maison. Nous avons vu ce sang sur le carrelage. On s'est dit, mon Dieu, puis il est venu et il nous a attrapés. Cody s'est enfui et Sarah a couru dans sa chambre. Mathieu l'a poursuivi et lui a mis un couteau sous la gorge. Il l'a attachée, lui a bandé les yeux et bâillonné, puis l'a forcé à s'allonger face contre terre sur le sol de la cuisine. Terrifiée, Sarah dit qu'elle est restée là pendant ce qui lui a semblé être 1 heure. Puis Mathieu l'a soulevée, l'a portée jusqu'au garage, l'a mise dans une voiture et est parti. Finalement, ils ont fini par arriver chez Mathieu. Une fois arrivé, il a emmené Sarah dans son sous-sol, l'a poussée sur un lit de feuilles et l'a laissée là, effrayée, dans l'obscurité. Au cours des jours suivants, alors qu'elle restait prisonnière dans son sous-sol, Sarah dit que Mathieu l'a agressée sexuellement et l'a menacée à plusieurs reprises de la tuer si elle essayait de s'échapper. Attachée et terrifiée, elle n'avait pas d'autre choix que de lui obéir. Le lendemain, alors que les recherches pour retrouver Tina, Cody et Stéphanie se poursuivent, les autorités mettent au point une nouvelle stratégie d'interrogatoire. Salut, Matt. Hier, lorsque Matthew était en cours d'enregistrement au bureau du shérif, il a volontiers discuté avec une adjointe. Alors ils font venir l'agente du FBI, Kristen Cadou, en espérant qu'elle puisse établir un lien avec Matthew et le convaincre de parler. Tu veux que j'enlève tes menottes pour que tu puisses vraiment mettre ça? Ou tu veux juste l'ajuster autour? Tu veux un pantalon? C'est pas facile en ce moment. Je le ferai ici si tu veux. D'accord. Je t'ai vu frissonner là-dedans et je me suis dit qu'il fait un peu frais ici. J'ai un petit quelque chose. Il a un peu donc. Je vois juste la douleur sur ton visage. Comme je l'ai dit, ça a l'air de faire mal partout là-bas. Et tu sembles assez seule avec tout ça. Et tu n'es pas obligé de l'être. J'aimerais t'aider. Au lieu d'adopter une attitude stricte avec Matthew, l'agent Cadou fait preuve de calme et de compréhension. Sa stratégie semble porter ses fruits. Ce n'est pas grave. C'est pas grave. Je vais juste la laisser exprimer un peu ce qu'elle ressentait. Je sais qu'en tout cas, pour moi, c'est pas si fou que ça. pourquoi tu penses ça? Parce que j'aurais-tu faire quelque chose de mal? Je ne serais pas ici si ce n'était pas le cas. Bien, on peut travailler là-dessus. J'ai peur que tu saches même ce que j'ai fait. Tu as peur que je sache ce que tu as fait. J'ai peur que tu saches même ce que j'ai fait. Nous pouvons seulement t'aider. Nous ne pouvons pas régler quelque chose que tu ne connais pas. Matthew décide qu'il préfère être celui qui pose les questions. Alors tu es allé à l'université, Cody? Oui, j'y suis allée. C'était juste une formation? Oui. J'y suis restée environ 4 mois. C'est ce que t'avais. C'est pour ça qu'il faut être diplômé. Pour y entrer. Tu y es déjà allé? Je parie que tes parents sont fiers. Ils sont fiers de moi. Je l'espère, en tout cas. Finalement, leur conversation revient sur le crime.
Tu sembles très sincère et authentique. Oh. Une partie de moi aimerait pouvoir t'aider. Et une partie de moi a peur de simplement savoir ce qui s'est passé. J'ai peur que ce qu'ils disent soit vrai et que ce soit vraiment un monstre. Je pense pas que c'est un monstre du tout. Je ne peux pas faire de mal aux gens. Je ne peux pas. Comment en es-tu venu à voir Sarah? Chez toi. Je l'ai entendu. Je l'ai trouvé. Comment l'as-tu trouvé? Intéressé. Ouh. Dans ma cave. Juste au moment où il semble que l'agent Cadou progresse, Mathieu se referme à nouveau. Mais l'agent Cadou n'abandonne pas. Ils font une pause et elle essaie une autre approche. Comment tu vas, Matt? Il y a quelque chose de la part de ta mère, pour toi. Je ne sais pas, je trouvais ça familier. L'écriture de ta maman. Si tu veux la lire. Un peu. Oui? Pourquoi tu ne la dis pas? Je peux te dire que c'est une bonne chose. Ce n'est pas une mauvaise chose. J'ai entendu dire qu'elle fait en sorte que ceux qui sont à elle, tu sais, est-ce que ça change quelque chose pour toi que ta mère soit là, quoi qu'il arrive? C'est rassurant. Oui. Tu es inquiète. OK. D'une mère, peu importe quoi. Est-ce que ça te fait encore peur? Je pense que d'une certaine manière, elle a probablement déjà imaginé pire. Et elle est toujours prête à te soutenir. Donc, je ne pense pas que tu aies à t'inquiéter de la gravité de la situation et de ce qu'elle va en penser. Je pense qu'elle va te respecter beaucoup plus en tant qu'homme si tu es honnête et que tu nous permets de ramener les gens à la maison d'une manière ou d'une autre pour qu'on puisse les ramener chez eux. Et ça va tellement plus de valeur. Nous savons qu'ils sont là-bas et qu'ils sont très probablement morts. Mais malgré tout, vous pouvez permettre à la famille de faire son deuil. Nous devons avoir les corps pour que les familles puissent faire leur deuil et que vous puissiez obtenir un meilleur arrangement dans cette affaire, ce qui est très important pour votre famille et pour votre maman. Pour que vous puissiez être là pour elle. Je pense que ça pèse lourdement sur vous et que vous avez peur que si vous nous le dites, cela vous porte préjudice d'une manière ou d'une autre dans l'affaire, alors que c'est exactement le contraire. C'est vraiment tout le contraire. Je vous l'ai dit, je ne me souviens pas, je ne peux pas vous aider. Malgré tous ses efforts, Mathieu ne veut rien admettre. Les enquêteurs décident d'en rester là pour aujourd'hui. Hey Tom, il a appelé Jill et leur a demandé d'envoyer quelqu'un pour l'escorter jusqu'ici. On en a plus. Non. On a vu ton petit entraînement. 48 heures après que Sarah Maynard a été retrouvée vivante dans la cave de Matthew Hoffman, la police ne sait toujours pas ce qu'il a fait de sa mère, Tina, de son frère, Cody, et de leur voisine, Stephanie Sprang. Après 2 jours à supporter l'apitoiement sur soi-même de Mathieu et ses tactiques pour gagner du temps, les enquêteurs en ont assez. Ils me disent qu'ils insistent et bien... Il insiste, le procureur, il réclame la peine de mort. Tu viens, tu as une audience et c'est tout. C'est ta dernière chance de nous parler. Littéralement. Et À moins qu'il y ait un avocat présent. c'est ce qu'il essaie d'obtenir. Vous dites que non, vous êtes toujours prête à nous parler sans avocat, mais eux, c'est ce qui est en train d'être fait en ce moment pour obtenir ça.
Donc, c'est votre dernière chance maintenant de nous parler. Et Sans ensuite, avocat. prendre la décision. Je Oui, vais bon, faire la littéralement. Ils font croire que c'est votre liberté, mais en réalité, ce sont eux qui vous la donnent. Eh bien, ce n'est vraiment pas dans mon intérêt de parler sans avocat. C'est dans votre intérêt. Eh bien, si vous... Encore une fois, j'espère qu'on a établi suffisamment de confiance pour que vous sachiez qu'on ne vous ment pas quand on vous dit que ça vous aide au final. Vous devez penser à votre famille, à vous, à vos membres et à la façon dont ça va se passer. Ce sont eux que vous devrez affronter à la fin et c'est ainsi qu'ils vont voir les choses. La mère insiste pour que tu fasses ce qu'il faut et que tu nous dises simplement où ils sont. Et elle sera là pour toi. C'est ça qui va la rendre fière. Savoir que tu as été honnête et c'est ta dernière chance. Pourtant, Mathieu refuse de divulguer plus d'informations. Mais 2 jours plus tard, avec la peine de mort en jeu, il change d'avis. Dans une confession écrite, Mathieu dit qu'il a élaboré un plan pour cambrioler la maison de Tina. Dans la nuit du 9 novembre, il a garé sa voiture près de terrains de sport et a campé dans les bois, en face de la maison de Tina. Le lendemain matin, le 10 novembre, il a observé et attendu jusqu'à être sûr que Tina et ses enfants étaient partis pour la journée. Vers 10h30 du matin, il est entré dans la maison par le garage. Pendant qu'il fouillait la maison à la recherche d'argent et de bijoux, il a entendu le camion de Tina se garer dans l'allée. Il a couru et s'est caché dans l'une des chambres. Lorsque Tina est entrée, tout a dégénéré. Il l'a frappée plusieurs fois à la tête avec une matraque plombée. Soudain, Stéphanie Sprang est apparue dans la maison et a commencé à crier sur Mathieu. Pris de panique, il a saisi un couteau et a poignardé les 2 femmes à mort. Il a transporté leur corps dans la salle de bain et a commencé à les démembrer, plaçant des morceaux de leur corps dans des sacs poubelles qu'il a trouvés dans la maison. Avant qu'il ne puisse finir, Sarah et Cody sont arrivés. Ils sont entrés à la maison. Quand ils l'ont vu, ils se sont tous les 2 enfuis. Mathieu a attrapé Cody en premier et l'a poignardé à mort. Il a trouvé Sarah, cachée dans l'une des chambres, mais il n'a pas pu se résoudre à la tuer. Alors il l'a enlevée à la place. Il a transporté Sarah chez lui et l'a laissée dans son sous-sol. Vers minuit, il s'est rendu au magasin où il a acheté des sacs poubelles et des bâches. Puis il est retourné sur la scène du crime pour terminer ce qu'il avait commencé. Une fois qu'il eut fini de démembrer les victimes, il a chargé leurs restes dans la Jeep de Stéphanie et s'est rendu à la réserve naturelle de Cocosini. Là-bas, il a installé une poulie et a caché les corps des victimes à l'intérieur d'un tronc d'arbre creux. Ensuite, il a ramené la Jeep sur les lieux du crime et l'a garée dans le garage. Son plan était de prendre le camion de Tina, d'aller chercher de l'essence, de revenir et de brûler la maison. Mais il y avait un problème avec le camion de Tina, alors il l'a abandonné à proximité, est remonté dans sa voiture et est parti. Ce même jour, aidé par les aveux écrits de Mathieu et une carte dessinée à la main, les autorités se rendent à la réserve naturelle de Cocosine. À l'intérieur d'un arbre creux de 20 mètres de haut, ils retrouvent plusieurs sacs poubelles. Dans ces sacs se trouvent les corps de Tina Herman, de son fils Cody Maynard et de leur voisine, Stéphanie Sprang. Par la suite, lors d'une conférence de presse, le shérif du comté de Knox, David Barber, fait une déclaration. En tant que shérif de ce comté depuis 18 ans, je n'ai jamais connu une affaire aussi importante, aussi grave et aussi tragique. Et durant toute ma carrière dans les forces de l'ordre, je n'ai jamais vécu quelque chose de semblable. Le soir suivant, les habitants du comté de Knox se sont réunis pour organiser une veillée aux chandelles en mémoire des victimes. Le 6 janvier 2011, Matthew Hoffman plaide coupable à plusieurs chefs d'accusation. Il m'a été indiqué que vous souhaitez plaider coupable aux chefs 1 et 2 de l'acte d'accusation, des accusations de meurtre aggravé et de crimes non classifiés. Est-ce exact ? Oui. Il m'a également été indiqué que vous souhaitez plaider coupable au chef 3, une accusation supplémentaire de meurtre aggravé, de meurtre aggravé selon un autre article de loi, un crime non classifié. Est-ce exact ? Oui. Il m'a également été indiqué que vous souhaitez plaider coupable au chef 4, une accusation de cambriolage aggravé, un crime de premier degré. Est-ce exact ? Oui. Vous souhaitez plaider coupable au chef 5, une accusation d'enlèvement, un crime de premier degré, c'est bien cela ? Oui. Et souhaitez-vous plaider coupable au chef 6, une accusation de viol, un crime de premier degré ? Oui. Le juge le condamne à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Plus d'une décennie plus tard, même si justice a été rendue, la brutalité insensée de cette affaire hante encore les habitants du comté de Knox et les enquêteurs.
Même si elle est aujourd'hui une femme adulte, pour ceux qui se souviennent de cette affaire tragique, Sarah restera toujours la jeune fille qui a survécu à l'impensable.